Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour ce quatrième numéro de Scénario Express, eh bien c'est Torg qui sera à l'honneur et donc j'ai décidé de vous présenter en fait le premier scénario que j'avais écrit pour la campagne que j'ai jouée il y a de cela déjà pas mal d'années, qui n'est pas ma campagne actuelle, hein, c'est vraiment juste la campagne précédente qui m'avait permis déjà de bien étraîner la première édition qui avait vraiment enchanté la plupart de mes joueurs. Vous pourrez donc, malgré tout, l'adapter très facilement pour Torg Eternity, hein, il n'y a aucun souci sur ce point, le contexte est relativement, on va dire, similaire pour permettre justement de l'adapter à votre campagne, et surtout, il a, on va dire, le grand avantage de pouvoir lier, comment dire, dès le départ, un groupe de chevaliers des tempêtes et de vous permettre vous aussi donc de commencer votre campagne. Donc le scénario s'appelle Le Trône de la Destinée, qui on va dire est en lien justement avec le fameux trône périlleux, hein, qui est donc dans la on va dire toute la mythologie, toute on va dire le mythe arthurien. Donc vous pourrez faire des recherches, on va dire, à ce propos. Et on sait que ce genre d'objets, on va dire, dans la mythologie de Torg, sont généralement des objets extrêmement précieux, puisqu'ils constituent ce qu'on appelle donc des fragments d'éternité, donc des objets qui sont des représentants éminents de on va dire, du cosme dont ils sont originaires, là évidemment la Terre pure, et il constitue celui-ci, puisque c'est encore quelque chose d'assez particulier, c'est l'un de ses pouvoirs, également ce qu'on appelle un point inflexible, c'est-à-dire que dans sa zone proche, il va résister en fait on va dire, voilà, aux axiomes des envahisseurs, et créer donc une zone de terre pure vraiment autour de lui afin de protéger ceux qui en sont, on va dire, ceux qui sont proches justement de on va dire, de ce lieu, enfin du lieu où il est entreposé. Attention. De plus, et c'est ça qui va, on va dire, expliquer l'arrivée des PJ dans cette intrigue, c'est que il a un pouvoir qui s'appelle donc le pouvoir portail. Alors attention, ce pouvoir, il est issu, on va dire, de la première édition, mais il est très facilement, on va dire, recréable et adaptable dans Torg Eternity, même si les règles changent quelque peu et que les pouvoirs de groupe, en fait, n'existent plus, on va dire, nommément. Mais vous pouvez tout à fait juger que, on va dire, ce pouvoir est malgré tout, on va dire, effectif et tout à fait, en tout cas, pertinent dans, on va dire, le contexte de Torg. Et ça, je tiens à le souligner. Par contre, évidemment, il a les pouvoirs classiques, hein. Donc voilà, les caractéristiques du trône, si vous voulez faire après un arrêt sur image pour le voir, voilà, avec la difficulté de captation des possibilités, etc. Et les, on va dire, restrictions et prérequis pour pouvoir l'utiliser. Et ça, dans Torg Eternité, ça a été tout à fait, on va dire, gardé. Donc oui, c'est le lieu, comment dire, où va se passer cette intrigue, c'est justement la ville d'Édimbourg, donc en Écosse, qui a été, comme bien entendu, et comme à peu près tout le Royaume-Uni, plus une partie des pays scandinaves, envahi donc par les axiomes Dale. Donc nous allons nous placer pour débuter cette aventure donc dans un contexte médiéval fantastique. Donc les forces de la lumière et des ténèbres s'opposent pour essayer, on va dire, de gagner, on va dire, l'ascendant et essayer évidemment d'imposer leur idéologie, donc soit une idéologie évidemment des ténèbres, c'est-à-dire maléfique, profondément maléfique, soit une idéologie de la lumière, évidemment profondément respectueuse de la vie, de l'ordre tout de même, mais également, pardon, mais également on va dire respectueuse des gens et en tout cas, voilà, là en tout cas pour le bien évidemment de tous. Représenté donc ces forces de la lumière par Dame Pella Hardinet, là où les forces des ténèbres sont représentées donc par le Seigneur, c'est-à-dire donc Uthorion, qui, grâce à son obscurificateur, a déclenché justement cette invasion. Donc là, on est dans le contexte, on va dire, classique. Les forces donc d'Uthorion essayent justement de prendre appui sur la région, et la forteresse d'Édimbourg est l'un des derniers, on va dire, bastions, avec donc les derniers habitants d'Édimbourg, à peu près 500 personnes, et une cinquantaine de héros de la lumière, des paladins, des prêtres, des guerriers. Ils sont en état de siège, on va dire, dans la fameuse forteresse d'Édimbourg, et autour d'eux, évidemment, il y a les forces du Thorion, qui sont donc composées surtout de barbares, donc de vikings, de pirates,
des demi-êtres, ce qu'ils appellent des peuples inférieurs, hein, donc voilà, et des morts vivants, donc des ghouls, des gobelins, des hobgoblins, ce genre de choses. Donc vous pourrez mixer, on va dire, en fonction de ce que vous voulez, vraiment toutes les forces dites des ténèbres qui pourraient donc être dans la région. Et en tout cas, elles sont extrêmement nombreuses, puisqu'elles sont, on va dire, j'avais vu à peu près, voilà, elles sont un bon millier hein, quand même. Faut qu'il y ait de la masse. Voilà. Et en plus de cela, il y a évidemment d'autres personnes attirées par l'odeur, alléchées, on va dire, par l'odeur du fragment d'éternité, que sont donc des ninjas aux ordres de Kanawa. Donc là, dans le contexte de Torg d'origine, c'est Ryuki Kanawa, hein, le seul et unique seigneur. Dans le contexte on va dire de Torg Eternity, c'est on va dire les dirigeants donc de la société Kanawa dans Pan Pacifica, que sont donc Reiko Kanawa et donc Ryuki Kanawa, la véritable dirigeante étant Reiko Kanawa, évidemment si vous avez lu le background. Et il y a également un super vilain qui est présent, qui s'appelle donc Conundrum, qui existe hein, réellement, il est décrit de souvenirs. Dans l'un des Infiniverse, si mes souvenirs sont bons, et où c'est dans les comment dire, dans le journal en fait de Torg. Donc soit vous pouvez faire un super vilain comme vous l'entendez, avec les règles de Torg classiques, soit sinon ben, vous pouvez, si vous utilisez la première édition, essayer de retrouver justement les caractéristiques donc, de ce fameux Conundrum qui est décrit, donc je ne sais plus dans quel infiniverse c'est, hein, c'est le 1 ou le 2 je pense, mais voilà. Et, en tout cas le vilain existe réellement, sachez-le, je l'ai repris de là. Donc, les scénarios de Torg sont très bien constitués à ce niveau, c'est que bah, ils sont divisés en actes. Donc là, un scénario en 3 actes, ça va être assez facile à mettre en scène. Premier acte, les chevaliers donc des tempêtes sont où qu'ils soient, ils viennent peut-être de subir donc ce qu'on appelle donc le moment de doute, le moment on va dire d'incertitude qui a fait d'eux justement des chevaliers des tempêtes, puisque donc ils ont subi la comment dire l'invasion de par quel que soit l'endroit où ils étaient par le monde. Euh, ils sont devenus donc, des chevaliers des tempêtes, soit transformés dans la réalité qui les a envahis, soit, on va dire, bah, ils sont restés des chevaliers des tempêtes pour protéger la terre pure. Ça, c'est fonction évidemment de l'archétype de personnage qu'ils auront choisi. Mais il n'y a aucun problème à ce niveau. Ils seront tous concernés et ils vont être purement et simplement invoqués, en fait, chacun par un portail créé justement par le fragment d'éternité ce pouvoir ayant été invoqué, on va dire, par les derniers prêtres et paladins de Dunad, donc le dieu de la lumière, le dieu suprême de la lumière, celui qui a, selon la légende d'Ale, brisé son épée Aurel pour libérer les arcanes qui ont permis, on va dire, à ce que tous les gens d'Ale puissent avoir accès à la magie, ce qui est quand même quelque chose de très important. Eh ben, ces prêtres-là et ces paladins, ils étaient quand même particulièrement à l'article de la mort. Hein. Déjà, ils ont livré énormément de combats pour repousser l'ennemi. Et ils ont mis leur dernière force pour justement faire ce rituel, utiliser le pouvoir de groupe, hein, en fait, purement et simplement du trône, pour donc créer un portail qui va amener en fait des personnes qu'ils pensent être des représentants justement des parangons un peu de la lumière. Donc il faut quand même que vos personnages Chevaliers des Tempêtes soient plutôt des gens de bien, il faut quand même être d'accord là-dessus. Mais bon, ils peuvent être un peu en noir et blanc, quoi, avec en quête de rédemption, évidemment. Tout n'est pas blanc ou noir. Et dans Torg, on va dire, souvent quand même, ce sont des héros assez hauts en couleur. Il faut quand même le reconnaître. Torg est un jeu de super-héros, hein, quelque part, ne nous le leurrons pas. Et donc, il meurt à l'issue, et donc les Chevaliers des Tempêtes, donc généralement il faudrait qu'il y en ait peut-être un représentant de chaque cosme, ce serait pas mal, donc ça dépend de votre table. 6, ça serait pas mal, et donc un représentant de chaque. Bon, après, vous pouvez ajuster en fonction du nombre de joueurs que vous avez, parce que 4 et 5, ce sera très très bien également. Mais donc c'est fait ce scénario en tout cas pour des personnages débutants. Je vous dis, c'était vraiment le début de ma campagne, donc eux ils l'ont joué et c'était donc des personnages débutants à l'époque. Donc après c'est à vous aussi de doser un petit peu on va dire les antagonistes et on va dire l'adversité. Donc ils sont invoqués et on leur explique évidemment la situation, du moins les gens qui restent leur disent on a besoin de vous comment dire, pour nous aider à combattre les forces des ténèbres qui nous assiègent. Là déjà, on va dire, ils vont quelque peu déchanter. Il y en a certains, ils ne seront pas forcément,
on va dire, comme ça, très enclins à vouloir les aider, surtout que là, ils viennent à peine de se transformer en tant que chevaliers des tempêtes, ils viennent de découvrir leur pouvoir. Et donc, eh ben, ils vont devoir essayer de comprendre quelque peu la situation. Et la scène, en fait, se termine justement sur les funérailles solennelles des héros. La scène 2 de l'acte 1, une attaque donc de demi-être et peuple inférieur contre la forteresse, qui sont utilisés évidemment comme de la chair à canon afin, on va dire, de tester les défenses. Donc là, c'est l'occasion de faire vraiment un petit combat pour commencer, on va dire, à leur montrer comment fonctionne le système de combat et surtout comment utiliser les cartes, parce que c'est très important de commencer, on va dire, vous en tant que MJ à bien utiliser le deck, on va dire, d'initiative, donc le deck de drama, et pour les joueurs à bien utiliser donc leur main de cartes, donc c'est-à-dire, voilà, ils ont 4 cartes, à chaque round, ils en posent une dans leur jeu découvert, ils vont faire des actions approuvées qui vont leur permettre de repiocher des cartes, et ils vont en mettre une à chaque tour, et les jouer, évidemment. Voilà, donc ça c'est important qu'ils aient, on va dire, déjà cette mécanique-là, et la scène 2, comment dire, est faite à peu près pour cela. Scène 3, il y aurait vraisemblablement une brèche dans les souterrains, comment dire, de la forteresse, et donc là ils doivent évidemment intervenir pour arrêter cette brèche qui est faite donc par des ghouls qui ont creusé évidemment sous la forteresse pour essayer de trouver un moyen d'envahir la forteresse, on va dire de manière quelque peu insidieuse. Et à partir de cette scène-là se clôt l'acte 1. L'acte 2, alors que donc les personnages sont probablement en tour de garde, en veille, ça se passe évidemment pendant la nuit. Ah, attaque de ninja, ça c'est voilà l'embuscade qui essaye évidemment de déraciner le point inflexible et donc de voler le trône de la destinée. Donc là, évidemment, scène d'action un peu plus endiablée, si je puis dire, où donc ils devront se battre donc contre les fameux 6 ninjas qui sont armés, on va dire, de très haute technologie. Donc là, ça sera peut-être l'occasion de voir justement le différentiel, on va dire, de réalité, puisque ils sont quand même sous la terre pure à cause du point inflexible. Donc les ninjas seront peut-être légèrement désavantagés parce que eux, ils peuvent se déconnecter s'ils utilisent une technologie qui est supérieure évidemment à la terre pure, ou Terre Prime si vous préférez, Terre Prime hein, dans Torg Eternity. Et donc, voilà, ça peut également donner quelques petits revers, etc. Et même pour les PJ, hein, qui eux vont peut-être voir que leurs capacités sont, on va dire, certes puissantes, mais toujours soumises malgré tout à la déconnexion et aux effets en fait des mélanges de réalité. Scène 2, les personnages, donc là c'est une scène un peu plus RP, un peu plus on va dire de gestion. Ils organisent donc la défense pour la bataille finale qui est imminente. On voit en fait que les envahisseurs, grâce on va dire à des espions, à des gens qui ont osé essayer d'aller récolter des renseignements, ça peut d'ailleurs être les PJ hein, si on va dire ils ont les compétences pour le faire. Et donc ils vont entraîner comment dire les habitants, peut-être on va dire les aider à fabriquer des armes, ou des engins de guerre, et essayer d'établir une stratégie globale. Donc là ça pourrait être bien justement que les personnages, même s'ils n'ont pas forcément on va dire les compétences, essayent d'établir un plan de bataille et les aident donc voilà, en entraînant les gens pour ceux qui sont compétents dans les armes, en fabriquant des armes si eux aussi sont compétents dans cette chose, ou fabriquer on va dire des armes pour contrer le siège, hein. Donc là toutes les idées peuvent quelque peu fuser, ça peut être vraiment une scène quelque peu intéressante. Scène 3, il semblerait donc que la récolte des champs de Gospog qui permettent on va dire aux armées d'avoir donc de la chair à canon. Donc là je précise, les Gospog dans Torg, c'est un don, on va dire, donc du décharné qui leur a donné des graines, et ces graines, si on les ensemence dans un champ de cadavres, ça leur permet donc de créer sur la première récolte évidemment des troupes on va dire de base, mais si on réensemence ensuite, on va avoir et qu'on attend on va dire un certain temps, on va avoir des Gospog de plus en plus puissants. Donc là, ils en arrivent au moment où ils ont déjà des Gospog de première et deuxième récolte, et ils vont donc arriver à avoir quasiment des Gospog de troisième récolte. Dale, évidemment. Donc, si vous, évidemment, vous avez... Alors, le livre Dale, je sais, actuellement, pour Torg Eternity, n'est pas sorti en français. Il existe, par contre, en VO. Donc,
pour ce qui est des Ghostpog, il y a les caracs, on va dire, de base du Ghostpog de base, puisque les premières générations sont toujours sont dans le livre de base. Pour les autres, eh ben, vous pouvez essayer de vous les procurer si vous en avez besoin, si vous jouez à Torg. Sinon, vous me contactez et puis je peux voir ce que je peux faire pour évidemment vous procurer, on va dire, les statistiques qui vous manqueraient si vraiment vous avez besoin. Donc eux vont devoir intervenir en opération commando pour détruire les champs de Ghostpog, pour éviter évidemment qu'ils ne soient submergés par des troupes de plus en plus puissantes. Donc là, c'est là qu'ils vont justement découvrir peut-être que protégeant les champs de Ghostpog, il y a donc ce qu'on appelle des Ravagons. Les Ravagons sont une race en fait qui a été d'un cosme qui a été envahi par le décharné et qui lui sert de lieutenant en fait. Ils ont des capacités spéciales qui leur permettent donc de disrupter par exemple les possibilités. Bon, ça c'était dans la première édition. Dans l'édition Éternité, je ne sais pas où ils en sont, comment dire, à ce niveau. Là, j'avoue que j'ai plus du tout en tête comment ils les ont décrits. Mais normalement, ils avaient ces capacités-là, en tout cas. Et donc, ils découvriront aussi peut-être qu'il y a donc un agent du décharné, Bargas, qui est un vampire, qui évidemment est en train de manigancer derrière les troupes en question et qui les presse quelque peu pour essayer justement de récupérer le fragment d'éternité qui intéresse beaucoup le décharné. Beaucoup, beaucoup. Donc il faudrait peut-être qu'il se sorte, on va dire, les doigts, comme on dit, les chevaliers des tempêtes pour essayer d'éviter, peut-être, et c'est là qu'ils vont découvrir, que justement le trône de la destinée soit récupéré par le décharné qui est très intéressé par les fragments d'éternité. Enfin, très intéressé, bon ça, je ne dévoile pas trop tout de même, mais bon, en tout cas, sachez qu'il essaye de récupérer des fragments d'éternité pour plein de raisons. Voilà. Et celui-ci en particulier. Nous arrivons donc ensuite à l'acte 3, acte final, qui ne comporte que 2 scènes. Dans la scène 1, les chevaliers en fait s'organisent et organisent les troupes pour le moment, on va dire, imminent de l'attaque. Et c'est à ce moment que le super vilain, donc Conundrum, que vous pourrez faire intervenir en fonction évidemment du niveau de vos PJ avec des sbires ou pas, hein, donc des sbires vilains, essaye donc de subtiliser le fragment d'éternité en question en utilisant là, lui, plus des gadgets, évidemment, et un sale coup, on va dire, des sales coups comme les super vilains peuvent en avoir le secret. Et puis enfin, scène 2, pour clore le scénario, c'est la scène donc, de bataille finale. Donc là, les forces vont résister à l'envahisseur. Donc là, évidemment, les PJ vont se battre sur les remparts pour éviter, comment dire, la forteresse ne se fasse submerger. Vraiment, en face, ils ont des troupes nombreuses, mais d'assez piètre qualité. Hein. Voilà, les gobelins, les ghouls, les barbares, les vikings, sont vraiment, on va dire, de la pure chair à canon. Hein. Le véritable, on va dire, cerveau instigateur derrière tout cela, c'est l'agent du décharné hein, que Uthorion a laissé, on va dire, purement et simplement, laisser gérer la situation. Et donc les 2 Ravagons, c'est eux les véritables ennemis, voilà, qui sont vraiment dangereux. Et Conundrum, évidemment, aussi, le super vilain aux ordres de Moebius, du pharaon Moebius, qui lui est là, évidemment, aussi pour remplir ses propres intérêts. Voilà, et donc épilogue, quand on va dire on est au fait de la bataille, que vraiment là ils sont prêts à ployer à cause peut-être du nombre, heureusement les forces de la lumière tant attendues et envoyées par Dame Pellardinet arrivent et repoussent comment dire, les vikings à la mer et les obligent en fait à purement et simplement se retirer donc de Édimbourg. À l'issue, donc, les personnages, et là, donc, c'était la suite, comment dire, de la campagne telle que je l'avais imaginée, devront retrouver celui qu'on appelle donc le dernier roi d'Écosse, celui qui donc pourra porter la couronne et mener les forces justement de la lumière à la victoire. Donc, ils devront retrouver en fait le dernier descendant, en fait, d'une certaine manière, des rois d'Écosse. Donc celui qui a été désigné par la destinée d'une certaine manière, qui pourra s'asseoir sur le trône justement en question, sur ce fameux trône périlleux, et donc pouvoir mener les troupes de la lumière dans la région. Et donc là, évidemment, je vous donnerai, on va dire, la suite évidemment de la campagne si vous le souhaitez, si on va dire les scénarios Torg vous intéressent, parce que je sais que ce n'est pas forcément le jeu qui est le plus joué, mais moi cela me tenait à cœur
de pouvoir vous, on va dire, vous donner, comment dire, ce début de campagne Torg, à savoir que, évidemment, hors comment dire, du concept de Torg, l'intrigue, vous pouvez évidemment très facilement l'adapter à tout jeu médiéval fantastique. Voilà, il suffit de reprendre la trame de base et d'essayer, on va dire, de varier quelque peu les protagonistes en les adaptant évidemment à un contexte médiéval fantastique. C'est franchement pas compliqué du tout. Et de faire en fait du trône de la destinée tout simplement un artefact magique extrêmement puissant. Et ça vous permet également, dans ce cas-là, de créer, on va dire, un scénario médiéval fantastique tout à fait, enfin en tout cas très facilement. Voilà, donc c'était Magna Magister pour, on va dire, le scénario express, donc cette fois-ci Torg et Torg Eternity. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre des commentaires, de soutenir la chaîne, d'aller sur le Discord si vous avez besoin on va dire de précision, si vous voulez poser des questions. Je suis à votre disposition pour cela. Et donc n'hésitez pas en tout cas voilà, bah, faire vivre la chaîne à travers vos réactions, en regardant les vidéos, etc. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est que comme ça qu'on pourra avoir assez de visibilité, que notre communauté sera suffisamment forte pour peser pour, on va dire, un jeu de rôle quelque peu décomplexé, un peu à l'ancienne, mais pas trop, où donc nous pourrons quelque peu faire valoir notre voix, qui est de plus en plus, j'ai l'impression, battue en brèche par, on va dire, un contexte ambiant qui, on va dire, nous pousse quelque peu à jouer de manière de plus en plus politiquement correcte, mièvre et fade. Voilà. Et donc, il faudrait qu'une autre voie soit encore possible et qu'elle puisse continuer à exister pour que l'imaginaire survive. Voilà. C'était donc Magna Magister pour la chaîne Tabula Rasa Scénario Express Torg. Je vous dis à bientôt.